Salut tout le monde. Voilà, je vais vous expliquer en plus ici la structure du sol. En fait, qu'est-ce qu'on appelle par structure? Ici n'est pas la texture, il y a une grande différence entre texture et structure. En fait, la texture d'un sol, c'est quoi? C'est savoir combien il contient de sable, d'éléments et d'argile. Point. La structure, alors là, on parle de la forme ou de la façon que ces composants qui sont l'argile, l'aimant, les sables, comment ils sont reliés entre eux dans l'espace, dans un sol donné. Donc ici, par définition, la structure, elle représente le mode d'assemblage des particules entre elles. Donc comment ils sont assemblés dans le sol. Est-ce qu'il y a une liaison entre eux ou non? Alors, il y a plusieurs formes d'assemblement ou de modes d'apparition de ces particules dans le sol selon leur taille. Alors, on trouve l'agrégat, l'agglomérat et les mottes. Donc, les mottes, c'est bien clair, c'est quoi? Alors, concernant l'agrégat et l'agglomérat, la différence, c'est la liaison qui existe ou non entre ces particules du sol. Alors, pour l'agglomérat, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des particules du sol qui sont juxtaposées entre eux, mais il n'existe pas une liaison chimique entre ces particules-là. Alors, pour l'agrégat, il y a une liaison chimique qui relie ces particules. Donc, vous voyez la différence, c'est la liaison entre les particules. Donc, ici, on peut trouver des agrégats agglomérés, c'est-à-dire on a une agglomération d'agrégats. Alors, on a deux agrégats qui ne sont pas liés, mais dans chaque agrégat, il existe des liaisons. Alors, la structure, en fait, ou l'agrégat est l'unité structurale. Donc, c'est une unité structurale formée par quoi? Par un squelette de grains de sable et d'éléments, reliés entre eux par le complexe argilo-humique. Donc, on se souvient bien que le complexe argilo-humique provient de quoi, en fait? De la présence de l'humus ou de la formation de l'humus dans le sol et la présence de l'argile et du calcium. Ils forment le complexe argilo-humique. Alors ici, si on a une partie du sol zoomée, on trouve les éléments ou les particules solides qui sont l'aimant et sable ou l'agrégat qui est composé de ces particules-là. Ils sont reliés entre eux par alors le complexe argilo-humique qui est composé d'argile, humus et calcium. Donc, la structure du sol se forme ainsi grâce à quoi en fait? Si on parle de le complexe argilo-humique, donc on parle de la floculation du colloïde. Qu'est-ce que ça veut dire la floculation du colloïde? On va voir ensuite. Donc, elle se forme grâce à la floculation du colloïde qui se fixe à la surface des éléments grossiers et les relie. Donc, on a besoin ici de la liaison. Comment va être formée cette liaison-là? Alors, la floculation du colloïde, pour le comprendre, on va prendre une colonne, on verse de l'eau, de l'argile. Qu'est-ce qu'on observe donc après agitation? Qu'il y a un trouble permanent dans cette colonne-là. Donc l'argile, il est dispersé dans l'eau. Alors si on ajoute du sel de calcium dans cette tube-là, et on agite et on lui donne un peu de temps, on va observer que ces particules d'argile se déposent au fond de la colonne et que l'eau devient plus claire. Ok? Donc qu'est-ce qui s'est passé en fait? Au début, on a l'argile qui est dispersée dans l'eau, c'est-à-dire les particules ne sont pas liées. Ils sont légers et transportés par l'eau. Mais l'ajout de sel de calcium, le Ca2+, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a entouré chaque particule d'argile. Il leur donne du poids. Pour cette raison, ils sont donc déposés au fond. Mais aussi, il l'organise et les relie. Donc, cette opération est appelée floculation des colloïdes. Alors, on a trois classes de structures. La structure particulière, donc c'est quoi en fait? En fait, les éléments sont peu reliés. Vous voyez là? Entre eux, mais seulement juxtaposés. Donc, comme vous voyez ici, qu'est-ce qu'on a? On a des particules qui sont juxtaposées, mais il n'existe pas une liaison entre ces particules-là. On a plusieurs vides dans ce sol. Si on prend un sol sableux de taille variable, donc on n'a pas de liaison. Vous savez, le sol, il n'y a pas de liaison entre les particules. Donc, le sol, il est comment? Il est filtrant. L'eau passe très vite et ne sera pas retenue par les particules du sol. La deuxième structure, c'est la structure fragmentaire ou grumuleuse. On l'appelle aussi grumuleuse. C'est quoi en fait? Ici, on a une liaison entre les particules. Donc, on a la présence des agrégats. Si on dit des
agrégats, alors on a une liaison entre les particules. Donc l'ensemble de grains de sable et d'éléments liés en agrégat. Le sol, comment ici, il est perméable, il laisse passer l'eau, il assure aussi une bonne aération. Donc ce sont des bonnes conditions pour la végétation. Et la troisième classe, c'est la structure compacte. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la terre qui forme une masse compacte sans fissuration nette. Il n'y a pas de fissuration dans ce sol-là. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? Si on prend un élément sableux noyé dans une masse d'argile. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a du sable, mais il est noyé dans l'argile. Et l'argile, comment il est? Il est très relié. C'est un colloïde, en fait. Donc, le sol devient comment? Il devient imperméable. Donc, l'air et l'eau, ils ne peuvent pas circuler facilement dans le sol. Et qu'est-ce que se passe enfin? Les plantes vont être asphyxiées et mortes. Alors, ici, le sol, on dit comment? Il est asphyxiant. Alors, structure particulière, structure fragmentaire et structure compacte. Il y a différence dans ces structures-là au niveau des liaisons et au niveau des conditions et des propriétés de ces sols-là. Je poursuis avec les structures, les trois classes de structures, et on revient ici pour savoir les caractérisations de chaque classe et les textures concernées. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, si on a une structure compacte, donc ça veut dire quoi? On a dit compacte. Alors là, c'est un sol asphyxiant parce qu'il y a de l'argile, il y a beaucoup de liaisons. Alors, beaucoup de colloïdes, mais qui sont dispersés, ils ne sont pas floculés. Il y a peu d'éléments inertes, donc les éléments inertes qui sont les éléments qui ici ne décomposent pas dans le sol et qui sont nécessaires. Alors, qu'est-ce qu'on a? Si on n'a pas de colloïdes dispersés, on n'a pas d'agrégats et on a peu d'espace lacunaire. Il y a peu d'espace dans ces sols-là. Donc, s'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de circulation de l'eau et du sol. Donc, comme exemple de texture concernée, ici, c'est le sol limoneux argileux équilibré. Donc, c'est un sol limoneux argileux équilibré. On dit une texture limoneuse argileuse équilibrée. Donc, il y a présence de l'argile et de l'élément. Il n'y a pas beaucoup d'espace grâce à la présence d'éléments, mais il y a des colloïdes qui sont dispersés. Donc, le sol particulier, qu'est-ce qu'on a dit pour le sol particulier ou la structure particulière? Donc, on a dit que c'est un sol filtrant. Il y a beaucoup d'espace. Il y a ici donc peu de colloïdes, beaucoup d'éléments inertes. Donc, c'est l'inverse de cette structure-là. Donc, pas d'agrégat toujours parce qu'on n'a pas de colloïdes floculés. Il n'y a pas de liaison ici. Donc, c'est une texture sableuse qui peut être aussi limonneuse. Alors, la dernière structure, on a dit que la structure fragmentaire, qu'est-ce qu'on a ici? C'est un sol perméable qui laisse passer l'eau et l'air facilement. Et c'est un sol, comme on a dit, il assure une bonne aération. Donc, perméable et une bonne aération. Donc, ici, on a de l'argile. Donc, on a la présence du colloïde, mais cette fois, les colloïdes sont floculés. On a aussi l'élément inerte. Donc, la présence de l'argile avec la liaison. On a donc la formation d'agrégats grâce à quoi? À la présence du calcium, d'argile et d'humus. Donc, grâce au complexe argilo-humique. Voilà donc la texture concernée ici, c'est une texture limoneuse, argileuse, équilibrée, mais avec colloïdes floculés. Donc la différence entre structure compacte et fragmentaire, si on a vu du colloïde, ici il est dispersé, ici il est floculé. Voilà. Donc encore avec les classes des structures, qu'est-ce qu'on a ici? On va voir ou examiner les propriétés agronomiques de ces structures au niveau de quoi? Au niveau de la perméabilité du sol, l'aération, la prospection des racines, la vie biologique du sol, le travail du sol, le réchauffement rapide, ressuyage rapide et circulation d'eau, rétention d'eau, résistance à l'érosion et résistance à l'abattance. En fait, ces propriétés, s'ils existent convenablement dans un sol, c'est un bon sol avec des conditions très favorables pour la végétation. S'il y a un manque de la plupart d'eux, donc nous sommes dans un cas très mauvais. Alors ici, la coloration verte donc signifie bon, la coloration jaune signifie moyen et la coloration rouge signifie mauvais. Et on va voir les trois structures avec les textures généralement associées, comment ils se présentent au niveau de chaque propriété agronomique. Alors voilà. Dans la structure compacte, donc on a dit qu'il y a des lacunes, il n'y a pas des agrégats. Alors, le colloïde, il est dispersé. Alors, c'est une texture généralement associée argileuse. Donc, la coloration rouge, elle est dominante ici au niveau
presque de toutes les propriétés agronomiques, sauf pour la rétention d'eau, puisque l'argile, il retient bien l'eau. Il est moyen à la résistance à l'érosion et à l'abattance. Alors, au niveau de la structure fragmentaire, qu'est-ce qu'on trouve comme texture associée? C'est argileuse et méfère. Donc, la présence de l'humus ici diffère de la texture argileuse pour lui donner plus de caractère. Alors, dans cette colonne-là, qu'est-ce qu'on observe? On observe plus de couleur verte, c'est-à-dire la présence de l'humus a amélioré le sol par rapport à la première structure. Donc, on trouve ici de bonnes conditions pour la végétation, sauf pour le travail du sol, puisque la présence de l'argile, elle ne facilite pas le travail du sol, et le réchauffement rapide, il est moyen. Alors, pour maintenant la structure particulière, excusez-moi, et la texture associée ici, on a la texture sableuse et limoneuse. Donc, si la texture elle est sableuse, donc on a des bonnes conditions de perméabilité, d'aération, de prospection des racines, de travail de sol, parce que sableuse, donc elle facilite beaucoup mieux et plus le travail du sol, le réchauffement rapide, la circulation d'eau et la résistance à l'abattance. Mais est-ce que la texture sableuse, elle résiste bien à l'érosion? Non, c'est bien clair parce que les particules ne sont pas reliées. Et la rétention d'eau, donc c'est bien aussi clair. On sait que la structure ou la texture sableuse laisse passer l'eau et ne retient pas l'eau. C'est au contraire de la texture argileuse. Et elle est moyenne pour la vie biologique du sol. Alors pour la structure particulière et la texture limoneuse ici, donc les conditions vraiment ne sont pas favorables du tout, puisque la perméabilité et l'aération ne sont pas bons, et aussi le réchauffement rapide et la résistance à l'abattance, elle est bon seulement pour la rétention de l'eau. Donc vous voyez ici la différence entre ces trois structures par définition, par caractérisation et par texture et par aussi propriété agronomique. Donc on passe à la conséquence de la structuration. Qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce que le sol doit avoir pour être un bon sol et qui a une bonne structuration. Donc on parle au premier lieu de la porosité. Donc la porosité, c'est la présence des pores ou c'est les vides qui existent dans un sol donné. Et ces vides-là, ils sont nécessaires pour quoi? Pour permettre la circulation de l'eau et de l'air, bien sûr. Alors, elle est essentiellement pour une meilleure exploration du sol par les racines et la respiration. Donc, elle laisse les racines respirer facilement puisque l'air, il existe, il circule. Le développement des micro-organismes et des animaux du sol. Une meilleure circulation de l'eau, bien sûr. Un travail du sol plus facile puisqu'il existe des pores. Et le réchauffement du sol qui est plus rapide. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit par la porosité totale ici? Elle correspond à quoi? À l'ensemble des espaces poreux d'un sol. Donc, les espaces poreux, ce sont les lacunes, ce sont les vides qui existent dans un sol donné, ce qui représente 30 à 50% du volume de sol. Alors, ces lacunes-là sont occupées par l'eau et l'air, et leur proportion varie en fonction du degré d'humidité du sol. Qu'est-ce qu'on veut dire par degré d'humidité? En fait, le degré d'humidité, s'il est élevé, c'est-à-dire il existe plus d'eau dans le sol il est humide. Mais si le degré est faible, donc l'humidité elle est faible, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup d'eau, mais il y a de l'air. Alors ici on a trois exemples de sol. On a un sol gorgé d'eau, donc c'est-à-dire il est plein d'eau, plus que l'air. Alors l'air il est chassé par l'eau, et qu'est-ce qu'on a comme résultat? L'asphyxie des racines, la croissance réduite des plantes, le lessivage des engrais successifs parce qu'il y a de l'eau toujours qui circule, et la putréfaction des matières organiques ou la décomposition des matières organiques. Si on perd de la matière organique et des engrais, donc le sol il n'est plus favorable pour la végétation. Le sol ressuyé, donc il y a un équilibre ici entre l'air et l'eau, les proportions sont égaux. Alors qu'est-ce qu'on a? On a des excellentes conditions d'absorption pour les racines, bon oxygénisation. Alors ici on a l'oxygène et on a l'air qui circulent bien et qui sont bien répartis dans le sol. Et l'activité biologique elle est intense. Ici, si on a un sol sec, qu'est-ce que veut dire un sol sec? Donc, on a peu d'eau, mais plus que de l'air. Alors, l'air remplace l'eau déficiente et le végétal souffle de sécheresse, bien sûr, parce qu'il n'y a pas suffisance d'eau. Les matières
organique n'évolue plus et le sol se rétracte et se fissure. Alors, la porosité, elle peut être classée par deux critères, le critère dimensionnel et le critère de pore. Alors, par le critère dimensionnel, qu'est-ce qu'on a? On a la macroporosité et les microporosités. Qu'est-ce que la microporosité et la macroporosité? En fait, on parle ici des tailles des espaces qui existent dans le sol. Donc, si ce sont des grands espaces, on dit macroporosité. Si ce sont des petits espaces, on dit microporosité. Voilà. Mais elles sont nécessaires pourquoi ces deux termes-là? Si on dit la macroporosité, elle va permettre la circulation de l'eau et de l'air facilement. Mais la microporosité, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de retenir l'eau. Et de cette façon, qu'est-ce qu'elle va nous construire? Elle va construire une réserve pour les plantes parce que l'eau, elle reste donc coincée dans ces pores, dans ces petits pores-là. Et cette propriété, elle est bien nécessaire et très importante lorsqu'on a un sol qui a une texture fine comme le limon et l'argile. Puisque dans l'argile et le limon, on ne trouve pas de grands espaces, donc la microporosité, elle est intéressante. Donc, deuxième critère de classification de la porosité, c'est les pores. Qu'est-ce que veut dire les pores? Donc, si on observe ici une particule ou une partie de sol, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des éléments structuraux qui sont les modes et les agrégats. Donc, ce sont des éléments structuraux. On trouve deux types de pores, les pores texturaux et les pores structuraux. Alors, les pores texturaux existent comment? Si on a ici la partie solide qui est l'argile, l'aimant et le sable, et on a des pores lacunaires, c'est-à-dire on a des vides entre ces éléments-là. On appelle ces pores-là des pores texturaux parce qu'ils existent entre les textures, les composants de la texture du sol, l'argile, l'aimant et le sable. Alors, la porosité texturale résulte de l'assemblage des particules solides élémentaires et éléments sable argile qui ménagent entre elles un volume poral. Ce volume poral, donc, c'est la porosité texturale. Alors, la porosité structurale, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, dans l'arrangement précédent, qui est la porosité texturale, et sous l'influence des facteurs externes comme le climat, donc le climat, on parle ici de la pluie, du vent, température, le travail du sol et l'activité biologique, se développent des lacunes, des fissures qui accroissent donc ce volume-là, qui accroissent le volume textural. Et on aura ici un nouveau volume appelé volume structural. Donc l'espace nouveau ici, c'est les pores structuraux. Alors, les pores texturaux, ils sont présents dès le départ, mais qui apparaît nouveau, donc ils s'ajoutent pour devenir pores structuraux. Alors les pores structuraux, ils sont eux modifiables et non pas les pores texturaux. Alors, si on va calculer la porosité totale, on a bien devant savoir la porosité texturale et la porosité structurale. Okay? On passe ici pour savoir la stabilité structurale. Qu'est-ce que la stabilité structurale et pourquoi on parle d'une stabilité en fait? Si on veut avoir un sol bien favorable à la végétation qui va donner un bon rendement pour l'agriculteur, on a besoin d'un sol qui est stabilisé au niveau de la structure. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la capacité de ce sol-là, elle résiste à l'action de dégradation par la pluie. En fait, si on a une pluie, on a des chutes, des gouttes de pluie avec une énergie cinétique qui vont faire quoi? En fait, ils vont créer la battance à la surface du sol. Il n'est pas bien résistant. On va avoir donc la battance et puis l'érosion de ce sol-là. Il va se dégrader. Mais si le sol il est bien structuré, donc il a une bonne capacité de résistance. Voilà. Alors la stabilité structurale dépend de plusieurs facteurs en fait, qui sont principalement la teneur en argile et la teneur en matière organique, l'humus. On parle ici du colloïde. On a besoin de colloïde floculé dans une structure de sol pour qu'on aura les agrégats dans le sol et pour que le sol sera maintenu bien. Alors, elle dépend aussi du pH et de l'intensité de l'activité des micro-organismes. Vous savez que les micro-organismes ont du rôle très important dans le sol.
Et vous savez quoi? Donc, dans les pores, dans les muscles, ainsi de suite, dans le complexe argilo-humique. Alors, j'ai fini par cette note. On dit qu'il est difficile d'accroître la stabilité structurale, mais l'inverse, il est très possible et très facile si on parle de la dégradation d'une structure du sol stable. Et on va voir cette note-là, comment on peut l'expliquer. Alors, je termine ici et pour des autres présentations.